Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux présents parmi nous ce matin et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation d'achatpublic.com, donc créé en 2003 pardon, comme on peut le voir sur la salle suivante. Achatpublic.com, c'est une entreprise composée d'experts en marché public et entreprise qui est leader en France dans le domaine des services aux acteurs de la commande publique. Si on peut passer sur la slide d'après, Anna-Maria, pour illustrer mon propos. La première solution utilisée par les acheteurs publics pour la dématérialisation. C'est aussi une source d'information incontournable grâce notamment à son site achatpublic.info. Et puis, ce sont donc des formations au marché public destinées aux acheteurs publics et aux entreprises soumissionnaires. Et en 2023, ce sont plus de 50 programmes que nous avons proposés et 600 sessions de formation programmées à Paris, en province, mais aussi dans vos locaux, puisque toutes nos formations peuvent se dérouler en intra pour vos populations. Notre organisme est bien évidemment certifié Calliope. Sur la slide suivante, on peut voir quelques-unes des formations sur le sujet qui vont nous intéresser ce matin. Autour de l'achat durable, donc la formation appréhender la réglementation du développement durable dans les marchés publics, la mise en œuvre du développement durable dans les marchés publics, et puis une nouvelle formation toute récente sur l'intégration de l'économie circulaire dans vos marchés publics. Donc nous recevons ce matin Anna-Maria Smolinska, qui est avocate au barreau de Lyon et qui est titulaire d'un certificat de spécialisation en droit public. Et elle va donc nous accompagner sur l'actualité 2023 de l'achat public et donc sans doute sur les perspectives 2024. Je vais donc lui laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via le petit point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Anna-Maria, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous. Donc, Anna-Maria Smolinska, avocate, effectivement spécialiste en droit de la commande publique. On se réunit aujourd'hui, donc pour ma part, c'est pour la troisième fois dans ce cadre. Et d'ailleurs, je remercie l'achatpublic.com pour son invitation. On se réunit aujourd'hui pour faire un petit point sur l'achat durable. Et donc, comme le thème vous l'annonce, c'est avec un axe qui est tourné vers l'actualité 2023. Sans surprise donc, et j'annonce d'emblée mon troisième point, on parlera surtout de la loi Industrie verte, qui est l'actualité principale de cette fin d'année. Je vous propose, avant ce zoom sur la loi Industrie verte, de faire un petit point sur la définition, les objectifs, les cadres juridiques de l'achat durable pour ceux qui ne seraient peut-être pas encore experts en la matière. Alors, l'achat durable, c'est l'un de ces objectifs qu'on pourrait qualifier, que la doctrine en tout cas qualifie des objectifs horizontaux de la commande publique ou objectifs dits pluriels également, qui désormais donc est inscrit à l'article L3-1 du Code de la commande publique. Puisque cet article, dont la partie du code qui est consacrée aux principes, nous rappelle que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales, dans les conditions qui sont prévues et définies par le code. Donc, on retrouve ici un peu tous les ingrédients de la définition, même si elle est indirecte, puisque l'idée, c'est de dire qu'effectivement, le développement durable, c'est quoi? C'est un objectif et qu'il a une triple dimension économique, sociale, environnementale. On verra par la suite comment les choses se déclinent. Pour revenir un petit peu aux origines, comme j'aime bien le faire, parce que je trouve que ça donne aussi un peu une coloration, un souffle à ces dispositions-là, les origines, on les retrouve bien évidemment dans la directive 2014-24, qui plutôt à travers les considérants que dans ces dispositions, évoque des objectifs ou des idées telles que la croissance intelligente, durable et inclusive, ou alors l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services publics, les enjeux de société, les objectifs sociétaux communs. Donc, on voit vraiment ce souffle
qui se traduit un peu tardivement, hein, il faut le dire, dans le droit français dès 2014, donc dans ces directives-là, et même d'ailleurs on le trouvait déjà dans les directives précédentes. Alors, l'achat public durable, les achats publics durables ne sont pas en tant que tels définis légalement. On retrouve voilà, cette idée de développement durable et une deuxième qui est de responsabilité sociale. Donc vraiment, voilà, deux volets un peu, d'un côté plutôt développement durable, environnement, et de l'autre côté, responsabilité sociale des acheteurs publics qui ensemble fondent cette idée d'achat public durable. Et puis on retrouve après toutes les variantes. Laurence vous a évoqué les formations notamment sur l'économie circulaire qui finalement un peu abondent cette notion-là. Le cadre juridique en France est encore une fois un peu limité pour l'instant. On retrouve effectivement dans le code de la commande publique, hein, et puis de plus en plus hein, avec l'activité du législateur, hein, des éléments qui sont relatifs à l'achat durable, donc notamment aujourd'hui dans les objectifs, dans la définition du besoin, dans les conditions de participation. Et deux lois importantes, donc 2021-2023, pour ces questions-là, la loi climat et résilience et la loi industrie verte, qui par ailleurs ont été en grande partie, en ce qui concerne leurs apports pour la commande publique, codifiés dans le code de la commande publique. On verra aussi que parfois, comme c'est le cas aussi pour d'autres questions de la commande publique, on retrouve certaines dispositions intéressant la commande publique dans d'autres textes, dans d'autres codes. Et je pense ici à l'une des obligations issues de la loi climat en ce qui concerne l'utilisation des matériaux biosourcés, qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans le code de la commande publique et qui pour autant est bel et bien codifié, mais dans le code de l'environnement. Donc ça veut dire que pour ces questions-là, il faut avoir vraiment une vision assez large pour ne pas passer à côté de certaines dispositions qui seraient pertinentes. Alors, au-delà de ce cadre légal en construction, hein, il faut le reconnaître, on a de plus en plus d'outils, alors qui sont un peu ce qu'on appelle de la soft law, hein, je préfère le terme anglo-saxon à celui du droit mou français. Donc, on va avoir une accumulation des plans, des guides, d'axes qui sont donnés par les différents pouvoirs publics. Alors, bien évidemment, le principal aujourd'hui, c'est le plan national pour l'achat durable, donc, qui a été adopté pour les années 2022-2025, donc ce n'est pas complètement nouveau, mais on va voir que les choses allant crescendo, finalement, c'est 2024-2025 qu'on verra vraiment un peu, on devrait en tout cas voir les effets de ce plan. Le plan national pour l'achat durable a fixé deux objectifs. Pour l'instant non atteint, hein, mais bon, c'est d'ici 2025. Le premier de ces objectifs, c'est d'arriver à une situation dans laquelle 100%, donc tous les contrats de la commande publique, donc marché, concession, qui seraient notifiés dans une année, devraient comprendre au moins une considération environnementale. Donc c'est d'ici 2025. Et deuxième objectif, est celui d'arriver à 30% des contrats de la commande publique qui devraient comprendre au moins une considération sociale. Bon, pourquoi est-ce qu'on a une ambition beaucoup moins importante pour les considérations sociales que pour les considérations environnementales? Je ne saurais vous l'expliquer. C'est vraiment un choix politique qui a été fait ici. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais dans ce plan national, vous trouvez deux axes. Le premier axe, donc le deuxième, il est tourné vers le second axe, pardon, est tourné vers la création d'un réseau, la diffusion de l'information, l'encouragement à appliquer le PNAD. Premier axe comporte des actions assez précises, hein. On a 10 actions qui sont celles surtout de développer des outils, de les mettre à disposition des acheteurs pour favoriser justement cet achat durable, de faciliter le recours à des fournisseurs inclusifs,
de mesurer et favoriser la prise en compte de développement durable dans les formations achats, de faciliter l'accès aux formations achats publics durables, etc. Alors, moi, j'ai un regard assez critique hein, sur ces actions. Alors, ce n'est peut-être pas votre cas, donc on pourra en discuter à la fin, mais je trouve qu'effectivement, on affiche, en tout cas en 2022, lorsque ce plan a été adopté, on a affiché des objectifs, des actions assez ambitieux, mais le constat à fin 2023 est plutôt décevant en ce qui concerne. Alors, on a quelques réseaux qui se sont développés, hein, mais les outils qui sont mis à disposition des acheteurs demeurent quand même encore assez limités. Autre outil qui est créé régulièrement hein, par l'État et ses services notamment, eh bien, ce sont les différents guides qui sont diffusés. Alors, on a deux guides très spécifiques, l'un qui est relatif à la fin du plastique à usage unique et l'autre sur l'achat public zéro déforestation. Et puis, deux autres un peu différents. Le plus récent, c'est le guide de 2023 sur les aspects sociaux de la commande publique. Donc, vous voyez cet objectif moins ambitieux hein, de 30%, mais on a quand même des actions dans ce sens-là. Et puis, un autre guide pratique, celui-ci, si vos besoins sont tournés vers ces domaines-là, je vous le recommande, c'est le guide pratique pour des achats numériques responsables qui est un véritable guide pratique avec des rédactions de clauses qui sont proposées et une réflexion assez aboutie. Alors, dans ce domaine, tout en restant critique, mais il faut quand même reconnaître des avancées, des apports. Avant de passer en 2024, si on fait un petit bilan des années 2021-2023, on remarque quand même des nouveautés hein, qui sont arrivées au fur et à mesure et qui ont enrichi le code tel qu'il a été adopté en 2019. Le premier des apports, c'est ce principe hein, que je vous ai déjà cité, donc qui citait prévu à l'article L3-1 du code, de finalement prévoir un principe de participation de la commande publique à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans ces fameuses trois dimensions. Bon, c'est une affirmation de principe. Alors après, on sait que dans le droit de la commande publique, les principes jouent un rôle important parce que notamment, le juge ensuite utilise beaucoup les principes. Alors, les trois classiques, c'est transparence, liberté d'accès, égalité de traitement, mais il les utilise beaucoup pour interpréter certaines dispositions du code. Donc, on a ce principe-là. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas en dire grand-chose, n'a pas une jurisprudence fulgurante et très riche en la matière. On a ensuite des dispositions plus spécifiques, donc la loi climat résilience hein, qui a précisé un certain nombre de choses sur les SPASER. On a aussi des dispositions du code tant applicables au marché qu'aux concessions concernant les considérations sociales qui doivent désormais être obligatoirement prévues, notamment pour les marchés formalisés. L'obligation de tenir compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques. Et pour finir cette liste un peu à l'après-vert, l'obligation et non plus la faculté, parce que ce fut une faculté à un moment donné, de prendre en compte les considérations relatives à l'environnement dans les clauses relatives à l'exécution des prestations. L'obligation, alors non encore entrée en vigueur, hein, parce que vous avez des dates d'entrée en vigueur dans mon tableau sur le côté droit. Donc l'obligation d'un critère au moins qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. On en reparlera parce qu'il y a de la nouveauté avec la loi Industrie verte sur ce point. Et puis, l'élément en dernier que je vous ai déjà cité tout à l'heure, l'obligation d'utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone, dont au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Donc, obligation qu'on retrouve non pas dans le code de la commande publique, mais dans le code de l'environnement. Et attention, ici, l'entrée en vigueur en 2030. Donc, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Alors, pour passer maintenant sur le sujet de la loi Industrie verte, qui est vraiment voilà, la principale activité de la fin de l'année 2023 et qui annonce beaucoup de choses pour l'année 2024. Cette loi, le législateur, surtout le gouvernement, s'est fixé 3 objectifs
dans cette loi-là, on le retrouve, alors il y a un lien hypertexte dans le support que vous pourrez éventuellement demander par la suite. Donc ce lien hypertexte renvoie vers la présentation de la loi, et c'est dans cette présentation-là qu'on retrouve les 3 objectifs. Donc ces 3 objectifs, c'est quoi? C'est de faciliter, de favoriser et de financer l'attractivité du territoire français pour le développement des industries vertes. On voit dans ces objectifs, et puis dans ce qui en est issu pour la commande publique, que le lien n'est pas forcément évident, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que l'industrie verte? La définition est encore une fois issue de cette présentation de la loi. C'est une double stratégie. La première étant de décarboner les industries existantes, et la deuxième de produire massivement des technologies vertes. Et donc, on pourra se poser la question, mais pareil, c'est une question ouverte à la fin de ma présentation, de savoir quel est le lien, par exemple, entre la possibilité de passer pour les entités adjudicatrices des accords cadres d'une durée plus longue que 8 ans et ces 3 objectifs qui sont précisés ici. Mais toujours est-il que c'est dans cette loi-là, qui porte sur plein de domaines, qu'on retrouve effectivement un chapitre consacré à la commande publique, avec des apports assez nombreux. Après, la question, c'est est-ce qu'ils sont vraiment pertinents et révolutionnaires, parce que c'est ce qui était annoncé pour cette loi-là. Personnellement, je ne le pense pas, mais on a quand même plusieurs choses qui ont été prévues, que je vous présenterai synthétiquement. Alors, on peut les classer en 3 familles, ces mesures. On a tout d'abord les mesures d'amélioration, de prise en compte des considérations environnementales dans la commande publique. Quelles sont ces mesures? On en a 4. La première, c'est l'extension de l'obligation en fait, d'adopter un SPASER, donc le schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables. Cette extension du champ, elle va dans les 2 sens. Premièrement, à l'État et sans autres conditions, donc pas de conditions de montant, etc. Et puis, deuxième direction d'extension, c'est l'extension à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique en fonction du montant de leurs achats annuels. Donc, ces montants qui seront fixés par décret. Vous retrouverez donc cette obligation à l'article L 2111-3 du code de la commande publique. Deuxième mesure, toujours dans cette idée d'amélioration de prise en compte des considérations environnementales dans la commande publique, c'est une précision sur l'appréciation de la notion de l'offre économiquement la plus avantageuse. Il est désormais prévu que cette notion doit inclure les critères environnementaux ou sociaux. Donc, on parlait toujours de cette idée du rapport qualité-prix. Et donc, du coup, ça conduisait à avoir toujours des critères obligatoirement, critères prix, et depuis peu, obligatoirement un deuxième critère qui est un critère, on va dire, globalement technique, même si on a des variations. Eh bien, aujourd'hui, ce sera aujourd'hui, ou plutôt même demain ou après-demain dans certains cas de figure, mais il y aura un triptyque prix, valeurs techniques globalement, et puis les critères environnementaux ou sociaux, donc ça veut dire la valeur environnementale ou sociale de l'offre. Sur ce point, pas mal de débats, et notamment, pareil, c'est encore une question ouverte sur la pertinence d'avoir ces critères environnementaux, sociaux pour certaines des prestations. Alors pour d'autres, certainement, mais la difficulté que tout le monde a identifiée assez aisément, assez rapidement, et y compris d'ailleurs le Conseil d'État, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on va traduire de manière pertinente ces critères environnementaux et sociaux pour, par exemple, les prestations intellectuelles, en sachant que les acheteurs ont quand même l'obligation de prévoir des critères qui sont proportionnés et liés à l'objet du marché. Donc, parfois, on pourra peut-être avoir quelques interrogations dans ce domaine-là. Troisième mesure d'amélioration de prise en compte des considérations environnementales, c'est une mesure qui vise cette fois-ci non pas les offres, mais les candidatures. On voit ici exactement le même mouvement qu'on a eu avant sur la moralisation de la commande publique. Aujourd'hui, c'est le verdissement de la commande publique. Donc,
de la même manière qu'on avait des motifs d'exclusion qui sont liés, au non-respect d'un certain nombre d'obligations, donc notamment en matière du respect des obligations fiscales, sociales, concurrence, conditions de travail, l'emploi de personnes atteintes d'un handicap. Voilà, aujourd'hui, on a cette obligation, enfin cette extension, on utilise en fait la commande publique comme un moyen de verdissement. Et donc, à travers ces motifs d'exclusion des procédures des passations qui vont frapper les entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation d'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d'informations en matière de durabilité. En sachant que la portée finalement de ces exclusions est assez limitée, puisque les entreprises concernées par ces obligations-là sont elles-mêmes effectivement limitées. Une petite difficulté ici pour les acheteurs qui sont déjà bien en peine, au-delà d'une vérification administrative, parfois de vérifier certains motifs d'exclusion. Cette extension, elle risque finalement de se traduire encore une fois sur une approche très administrative, finalement, de vérifier si le papier est là ou pas, mais quel impact sur l'environnement, on peut se poser des questions. La quatrième de mesures dans la même famille, c'est après un premier pas qui a été fait par la loi Climat et Résilience, il y a eu dans cette loi Industrie verte une volonté d'accélérer le calendrier de la prise en compte obligatoire du critère environnemental. La loi Industrie verte prévoyait donc que ce critère devra devenir obligatoire au plus tard au 1er août 2026. Et la loi Industrie verte, en fait, prévoit une entrée en vigueur. Alors, donc, on parle de l'accélération. Est-ce que ça accélère vraiment les choses? Je ne sais pas, parce que ça devait être au plus tard en août 2026. Et aujourd'hui, en fait, je dirais qu'on nous précise plutôt les choses en disant ce sera au plus tard en août 2026 et en tout état de cause de manière progressive à compter donc de janvier 2024. Alors, pour l'instant, on n'a pas davantage de détails en ce qui concerne les décrets d'application, peut-être le 2 janvier. Mais en tout cas, voilà, l'obligation de prévoir ces critères environnementaux va entrer en vigueur progressivement en suivant des dates fixées par décret et en fonction de l'objet de marché. Donc, on va avoir des catégories, puis comme ça, au compte-gouttes, ces critères deviendront obligatoires. Là, c'est quelque chose peut-être de plus concret et vraiment une invitation forte pour les acheteurs de prévoir désormais, de s'habituer en fait à prévoir systématiquement ce critère environnemental dans leur procédure. Donc voilà l'image de la première, on va dire, famille de mesures prévues par la loi Industrie verte. La deuxième famille de ces mesures, ce sont des mesures de simplification. Et donc, il a été choisi de ne prévoir ces mesures de simplification que pour certaines entités adjudicatrices. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est peut-être à titre expérimental et si le bilan est jugé favorable, est-ce que ce sera étendu ensuite aussi à d'autres entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui sont quand même bien plus nombreux? Je ne le sais pas, mais voilà, il n'est pas tout à fait clair pourquoi est-ce qu'on a visé que certaines entités adjudicatrices. Alors, il y a quand même une explication qui est donnée, c'est celle que vous retrouverez notée en bas de la diapositive. Ces entités adjudicatrices donc, qui vont bénéficier de ces mesures de simplification seraient visées parce qu'elles jouent un rôle moteur dans la transition énergétique nationale. Donc voilà, ça c'est la justification qui est donnée. Après, moi je me dis, s'il est considéré que ces trois mesures, qu'on verra ensuite en détail, ont un effet favorable sur l'achat public et notamment l'achat public durable, pourquoi pas les étendre à tous les acheteurs. Encore faut-il qu'elles aient vraiment cet effet-là. Alors, trois mesures. La première, c'est une dérogation au principe de l'allotissement des marchés lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Donc l'idée est de dire que lorsque une entité adjudicatrice passe un marché donc dans les domaines qui sont visés, alors ils ne sont pas visés de manière fermée, on a un petit notamment, mais notamment dans les domaines de production, de distribution d'énergie, des traitements et distribution d'eau ou des transports de passagers, on pourra finalement sortir de l'allotissement, on a une nouvelle dérogation
si toutefois on est, en tant qu'entité adjudicatrice, en mesure de démontrer qu'il y a un risque de conduire à une procédure infructueuse. C'est une démonstration qui n'est peut-être pas évidente, hein, parce que avant d'avoir une procédure infructueuse, identifier les risques, c'est pas forcément simple, mais voilà, cette possibilité existe, et on verra certainement des acheteurs l'expérimenter et probablement des premières jurisprudences qui viendront valider ou invalider telle ou telle application de cette nouvelle mesure. Nous avons ensuite une deuxième mesure qui consiste en la possibilité de déroger à la durée maximum des accords cadres. Alors, je rappelle encore une fois que pour certaines entités adjudicatrices, ça veut dire qu'on va avoir des accords cadres potentiellement qui vont être très très longs, puisque les entités adjudicatrices peuvent déjà, contrairement aux acheteurs qualifiés de pouvoir adjudicateur, peuvent déjà passer des accords cadres d'une durée de 8 ans. Donc, ça veut dire que certaines de ces entités pourront aller au-delà de 8 ans. Dans quel cas de figure? Eh bien, lorsque elles considèrent qu'il y a un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse, encore une fois. Alors, je pense qu'il y a quand même une idée derrière tout ça, c'est celle de marché qui nécessite peut-être un peu d'innovation, des investissements particuliers. Enfin, voilà, on est quand même sur un domaine assez limité. Et puis, une autre idée qui a réapparu, parce qu'on l'avait déjà en 2015, sauf qu'en 2015, cette idée était envisagée de manière très large, ici, toujours restreinte à certaines entités adjudicatrices, c'est la possibilité de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Alors, cette possibilité sera réservée que au marché supérieur à un certain seuil qui va être défini par décret. Et donc, l'idée ici est de dire que les opérateurs pourront finalement présenter des prix différents selon le nombre de lots qu'ils obtiendraient. Cette idée a été effectivement donc abandonnée en 2015 après avoir été prévue donc dans la version initiale de l'ordonnance marché public. Troisième famille de mesures sur lesquelles je serai moins disante, ce sont des mesures en fait qui conditionnent l'octroi des aides publiques à l'engagement des bénéficiaires dans la transition écologique et énergétique. Ce sont des mesures qui, contrairement aux autres, me paraissent peut-être d'ailleurs un peu moins sujettes au débat. Alors, les interrogations sur cette loi industrie verte, donc, qui entrera finalement en vigueur progressivement à compter de début 2024. Donc, ce sont des interrogations que j'ai déjà un petit peu partagées avec vous dans le début de la présentation, mais sur lesquelles je reviens. La première, à mon sens, c'est vraiment un lien distendu parfois entre les objectifs, les clauses, critères environnementaux et l'objet du marché. C'est une interrogation qui je vous l'ai déjà dit, a été également soulignée par le Conseil d'État, donc qui interrogeait pour les gouvernements sur le projet de loi, sur cette question des objectifs pluriels, a rappelé en tout cas que ces clauses ou critères environnementaux ne sauraient avoir pour effet de déroger à l'exigence du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, ni à la condition que les critères d'attribution soient objectifs, précis et liés à l'objet du marché. Donc, il est évident que dans certains marchés, on peut assez aisément imaginer des conditions et des critères d'attribution qui sont parfaitement en lien avec le marché précis. Je pense notamment au marché de travaux dans lesquels aujourd'hui on a dépassé quand même l'idée juste de la charte chantier, hein, mais on va bien plus loin sur l'utilisation des véhicules non polluants, sur le respect de l'environnement au-delà de la zone chantier elle-même, sur l'emploi ou le réemploi des matériaux. Donc voilà, ici effectivement, je pense qu'il y a un champ des possibles assez intéressant. Il y a d'autres marchés dans lesquels ce sera beaucoup plus difficile. Et je pense, hélas, que les acheteurs vont avoir parfois des difficultés et vont parfois même être sanctionnés par les juges administratifs. Il y aura certainement un petit peu un terreau de contestation sur ce terrain-là. Deuxième interrogation ou critique, c'est un petit peu un effet pchit de cette loi. Hein. C'est est-ce que les mesures
qui sont prévues sont vraiment suffisantes pour atteindre ces objectifs annoncés. On nous annonce une révolution, on nous annonce quand même des objectifs assez ambitieux. Et j'ai l'impression, mais je ne suis pas la seule quand même dans ces cas-là, que les mesures qui sont proposées en phase ne sont pas tout à fait suffisantes. Et puis, dernière remarque, c'est concerne le caractère donc approprié des mesures et leur lien avec la notion de l'achat durable. Voilà, en quoi est-ce qu'un accord cadre d'une durée de 10 ans favorise réellement l'achat durable? Je ne sais pas. Alors, il faudrait voir des exemples concrets, peut-être qu'il y en aura des très pertinents, mais ce sont des choses qui peuvent potentiellement interroger. En conclusion, peut-être, avant de laisser la parole à ceux qui souhaiteraient poser des questions. C'est un chantier qui s'est ouvert un peu tardivement en France, cette question de l'achat durable dans la commande publique. On voit, et ça c'est l'aspect positif, hein, la volonté vraiment du gouvernement et du législateur de rattraper ce retard, d'agir. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est encore un petit peu en train de chercher la bonne voie, d'avoir des mesures qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Donc voilà, on va dans une direction qui est intéressante, qui forcément va créer un petit peu des difficultés, mais des choses vont se mettre progressivement en place. Il y a effectivement une exigence vis-à-vis des acheteurs qui doivent aujourd'hui être assez attentifs à ces éléments-là. Et faire un travail important parce qu'en face, peut-être qu'ils ne sont pas encore aujourd'hui assez guidés. Et donc, voilà, un certain nombre de nouvelles obligations qui vont arriver au fur et à mesure en 2024, et donc notamment vraiment l'attention forte sur cette question de critères environnementaux qui, pour certains, sont devenus une habitude, mais ce n'est pas encore la majorité des marchés. Alors, je ne saurais me fonder exactement sur la source, mais j'ai vu des chiffres qui étaient autour de 30% de marchés qui aujourd'hui comprenaient des tels critères. C'est encore assez peu par rapport à l'objectif visé de 100% en 2025 par le PNAD que je vous ai cité en début de cette présentation. Je vous remercie infiniment, Anna-Maria, pour cette présentation et votre concision. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est drôle parce qu'en conclusion, vous dites qu'en France, on a l'impression d'être un petit peu en retard. Mais depuis 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans, on a quand même réformé quand même notre code de la commande publique pour prendre en compte les directives européennes qui ont été publiées. On a eu la loi TECV, on a eu la loi EGalim, même si elle n'est pas totalement liée à l'achat. Et puis effectivement, la loi climat et résilience, la loi AGEC, le PNAD. Moi, j'avais plus l'impression que la France était le bon élève, on va dire, dans l'Union européenne. Alors, je ne voudrais pas que ma critique elle prenne des dimensions trop importantes, hein. Bien évidemment, il se passe des choses et comme je disais, il y a une bonne direction. Alors, il y a certains domaines qui sont quand même plus avancés que d'autres, hein, notamment effectivement le domaine de la restauration collective, je pense qui est un petit peu à la pointe hein, aujourd'hui Oui, oui. d'autres plutôt à la traîne. Je ne dis pas que la France est forcément mauvais élève par rapport aux autres, hein, en comparaison avec les autres États. Je n'ai franchement pas la connaissance vraiment suffisante des législations de tous les États membres pour pouvoir me prononcer là-dessus. Je crois quand même savoir que l'Allemagne est un peu plus avancée, mais ce n'est pas très surprenant sur ces points-là. Si je considère qu'on a du retard, c'est peut-être par rapport à l'urgence, mais bon, ça c'est subjectif et je sors ici de mon rôle d'avocat, hein, mais je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Et effectivement, je reviens à ce que vous avez dit. Si on prend comme référentiel la directive de 2014, elle naît elle-même, alors au-delà des considérants dans lesquels on a un peu des grandes ambitions, des principes, mais pas de concret. Hein. Donc les directives elles-mêmes qui peut-être en 2014 n'ont pas été assez ambitieuses là-dessus. Alors
je ne sais pas si ça va être rassurant ou au contraire déstabilisant pour ceux qui nous écoutent, mais il est fort probable qu'on ait de nouvelles directives qui arrivent prochainement. Oui, Euh, effectivement. voilà. Ouais. Et il y a, Pas il y vraiment a des- 2024, mais il y a déjà un travail qui a été engagé, notamment de certains chercheurs lyonnais. Je parle pour Lyon parce que je suis moi-même lyonnaise, mais qui travaillent déjà effectivement sur un certain nombre de sujets. Et puis, on connaît quand même la récurrence avec les directives, c'est à peu près tous les 10 ans, donc 2024, 2014. Voilà, ouais. on devrait s'attendre à des nouveautés, je pense 2024, plutôt 2025, et avec probablement une place bien plus importante pour cette question de l'achat public durable dans les directives à venir. Effectivement, donc il se passera sans doute pas grand-chose avant les élections européennes de 2024, mais on sait que Flora Vigreux, qui est adjointe au chef du bureau économie statistique et technique de l'achat à Bercy, a précisé que l'accent serait mis en 2024 sur l'utilisation de l'achat innovant pour répondre aux politiques publiques et en particulier en matière d'achat responsable. Et puis elle a surtout annoncé la publication d'un kit achat durable Oui. élaboré par l'OECP, qui comprendra un ensemble de fiches qui récapituleront les obligations sectorielles en matière d'achat durable, et puis des outils, notamment autour de l'analyse en cycle de vie. Donc effectivement, il va se passer des choses en 2024. Il y a deux questions peut-être un petit peu plus précises. Une personne qui nous demande si les communes sont tenues d'acheter du matériel informatique contenant des composants issus du réemploi ou du recyclage, ou est-ce qu'elles sont uniquement tenues d'une obligation de recycler son vieux matériel informatique devenu obsolète? Alors, je n'ai plus en tête les conditions exactes, mais effectivement, l'obligation de l'achat issu de remploi est entrée en vigueur progressivement. Et effectivement, je crois que cette obligation va s'appliquer également aux communes à partir de 2024. Elle D'accord. s'applique déjà à l'État, elle va s'appliquer aussi aux communes à partir de 2024. Alors, il y a des conditions, soit de taille, soit de montant de l'achat. Donc, c'est un Mhm, point à préciser, mais oui, il faut avoir cette attention-là sur ce point. bien sûr. Et puis, par ailleurs, est-ce que vous en avez parlé de la clause impact carbone? Cette clause doit-elle être intégrée pour l'ensemble des marchés, ou est-ce qu'il y a des différenciations euh, selon les marchés publiés? Alors, la clause impact carbone en tant que telle, non, mais effectivement, la définition en fait, des attentes de l'acheteur, y compris sur les aspects environnementaux, on n'a pas dans les textes de dérogation prévues. Et donc, c'est là-dessus l'interrogation sur, pour certains marchés, est-ce que c'est pertinent ou pas. Je pense qu'il faut voir aussi du côté réglementaire, on aura peut-être des précisions qui, bien évidemment, la loi est hiérarchiquement supérieure au règlement, mais on sait que parfois on peut avoir des précisions par voie réglementaire qui nous permettent parfois de se situer plus ou moins dans une dérogation. C'est-à-dire que en fait, par le jeu de seuil ou d'autres critères d'applicabilité, on aura peut-être certains marchés qui en seraient exclus. En tout cas, c'était un petit peu ce qui ressortait de l'avis du Conseil d'État, qui considérait vraiment que ce serait peut-être pas pertinent pour tous les marchés. Mm. Et puis enfin, vous avez parlé du spazer, et c'est vrai que la loi industrie verte en a bien parlé elle aussi, et a renforcé les seuils des obligations pour la mise en place d'un spazer. Cette loi industrie verte demande aussi des indicateurs précis Tout de à fait. suivi Mm. qui doivent faire l'objet d'un bilan tous les 2 ans, me semble-t-il. Et on nous demande si ce bilan est obligatoire ou facultatif, pour le coup.
Alors, le bilan est obligatoire et d'ailleurs, enfin, il y avait déjà des apports là-dessus contenus dans la loi climat et résilience, hein. Effectivement, ce bilan est obligatoire et il doit obligatoirement être publié en open data, c'est-à-dire que il doit être mis en ligne sur le site internet de l'acheteur. D'accord. Euh, avec donc les indicateurs précis. Alors, je ne les ai pas tous cités, hein, mais on a nombre de contrats, valeur d'achat Oui. responsable, etc. Une obligation qui se précise. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas ceux qui étaient déjà soumis à l'obligation du SPASER, enfin, on a quand même beaucoup d'exemples de bonnes pratiques, hein, dans ce domaine-là. Vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, faire un tour un peu justement en open data, regarder sur Internet ce qu'on trouve, mais on a vraiment un beau travail qui a été fait par certains acheteurs, notamment je pense à certaines grandes collectivités au niveau des régions ou des métropoles. On retrouve déjà vraiment un travail abouti au niveau des SPASER. Après, effectivement, ça fait partie de ces dispositions qui peuvent paraître assez peu concrètes. C'est-à-dire que bon, bah, c'est un schéma de promotion, mais finalement, selon la manière dont on se saisit de cette obligation-là, c'est une obligation qui peut être plus ou moins formelle. Après, voilà, l'obligation quand même d'avoir des indicateurs précis, elle donne un peu de corps à cette notion de SPASER et on fait une véritable obligation. Ça peut en fait devenir pour les acheteurs un véritable outil de programmation de leurs achats et un outil intéressant. Donc, Ah ouais, clairement. Mm. on peut aussi le voir comme un moteur, en fait, comme un outil intéressant. Non, ouais, clairement. Et comme l'indiquait le titre de ce webinaire, voilà, le spazer fait sans doute partie des pratiques vertueuses, hein, qui vont pouvoir accompagner l'achat public dans les prochaines années. Donc, c'est là-dessus qu'il faut sans doute capitaliser. Tout à Anna-Maria fait. Smolitska, je vous remercie infiniment pour cette intervention qui sera la dernière de l'année. Merci Je à vous vous. souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Merci encore à vous et rendez-vous l'année prochaine avec grand plaisir pour de nouveaux webinaires destinés aux acheteurs publics via la BU Formation achatpublic.com. Merci à tous, bon appétit, à très bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.